Donc ici, on va commencer par un chapitre sur le champ magnétique. Donc le premier paragraphe que nous regardons, c'est un paragraphe sur champ électrique et relativité. Parce qu'en réalité, cet nouvel objet que nous allons regarder ensemble, le champ magnétique, on peut l'interpréter comme étant un parent très proche du champ électrique. Alors, pour ce faire, on va prendre une situation très simple. Deux charges électriques Q1, Q2. On les met verticalement. On appelle cet axe Y et l'axe horizontal X. Et nous savons qu'ils subissent tous les deux une force dite de Coulomb, qui s'écrit Q1, Q2, le produit des charges, divisé par 4pi epsilon 0 fois R carré, si R, c'est la distance entre les charges. Puis, il faut encore rajouter un vecteur unitaire, U de R. Alors, ici, il faut préciser, on va s'intéresser à la force de Coulomb qui s'applique sur la charge Q2. Et, comme vous savez, dans cette circonstance, le vecteur UR doit être dirigé depuis la charge qui crée la force de Coulomb, Q1, vers celle qui l'a subie. Donc en fait, ici, le vecteur UR, c'est un vecteur unitaire qui a cette direction-là. Alors, si Q1 et Q2 sont de même signe, la force est répulsive, auquel cas Q2 va subir une force dirigée vers le bas, tandis que si Q1 et Q2 sont de signes opposés, donc il y a un signe moins qui apparaît, par conséquent la force que subit la charge Q2 est une force qui est dirigée selon moins UR, donc par exemple comme ceci. Donc ça, c'est la force de Coulomb. Et puis, vous avez vu au premier semestre que si on isole Q2 qui est la charge de la particule qui subit la force, on peut mettre en évidence Q1 sur 4pi epsilon 0 fois R carré fois UR, qui est le champ électrique créé par Q1, dans lequel baigne la particule Q2. Donc, la force de Coulomb, vous l'avez réécrite sous forme de champ électrique. Alors ici, dans cette hypothèse-là, donc, on va écrire que la force n'a de composante que sur l'axe Y, et elle vaut Q1, Q2 en valeur absolue, pour se débarrasser de la question des signes, sur 4pi epsilon 0 fois R carré. Mais ça, c'est observé par quelqu'un qui définit un référentiel dans lequel les particules sont immobiles. Alors, imaginez maintenant que cet observateur a une vitesse, il se déplace par rapport aux charges. Alors là, on fait intervenir une problématique de relativité, de mouvement relatif d'un objet par rapport à un autre. En l'occurrence ici, dès lors que l'observateur se déplace à vitesse v, dirigé vers la droite,
Tout se passe comme si, dans le référentiel de l'observateur, compris comme étant fixe, alors c'est les charges qui, elles, se déplacent dirigées vers la gauche avec un vecteur vitesse v qui devient moins v. Alors là, pour le coup, on entre dans une autre branche de la physique qu'on appelle la relativité. C'est l'étude des mouvements dans des référentiels, tantôt R, tantôt R', et la relativité restreinte, que vous connaissez peut-être de nom, c'est l'étude de tels changements de référentiel quand R' se déplace à vitesse constante par rapport à R. C'est ce qui est le cas ici. Donc l'observateur, il se déplace à vitesse constante par rapport aux charges, et cette force-là, elle va subir une transformation dite relativiste, que je vais vous donner au tableau, mais qu'on va admettre. On ne fait pas ici un cours de relativité, on va juste admettre la formule, et nous verrons que lorsque le vecteur force ou champ électrique aura été transformé par cette formule relativiste, on va faire apparaître quelque chose de radicalement nouveau. Donc, je vais changer de tableau. Voilà, donc ici, je réécris f de y égale le produit des charges sur pi epsilon 0 fois r carré. Et la théorie de la relativité dit que, après changement de repère relativiste, dans R', qui se déplace à vitesse v par rapport aux charges immobiles, en fait, la force F de y dans un référentiel où les charges sont immobiles devient F de y' est égal à 1 sur gamma fois F de y, avec gamma égale 1 moins V2 sur C2 à la puissance moins 1,5. C'est le fameux coefficient gamma relativiste qui va être d'autant plus grand que la vitesse v. Si v est nul, on a gamma égale 1. En revanche, par exemple, si v est égal à 0,9 fois c, comme il y a une puissance moins 1,5, on va obtenir un coefficient gamma qui va devenir relativement assez grand, d'autant plus que la vitesse v se rapproche de la vitesse de la lumière. Alors, on va appliquer ici le coefficient gamma dans cette formule. Donc ça fait 1 moins V2 sur C2 à la puissance plus 1,5, puisque le gamma est maintenant au dénominateur fois F de Y. Et puis, on va faire une opération qui est très classique en physique. On va faire une approximation. On va se mettre dans un cas, disons, relativiste, modéré, où V sur C reste petit. Par exemple, 1/10. Alors, si V sur C vaut 1/10, V carré sur C carré vaut 1/100, ça veut dire qu'ici, c'est petit devant 1. Donc, on pourra faire ici un développement limité. Donc, ça donne 1 moins 1,5 de V2 sur C2, approximativement, approximativement, fois F de Y, et finalement, alors je vais écrire ici, voilà, finalement, votre nouvelle force F de Y' est égale à 1 fois F de Y, c'est-à-dire, c'est la force de Coulomb classique. Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 fois R carré. Là, vous voyez qu'on a moins 1,5 de V2 sur C2 fois F de Y, qu'on peut développer. Donc ça fait moins 1,5 de... Alors le V2, je vais affecter une vitesse V à la charge Q1 et une autre vitesse V à la charge Q2. Donc ça fait Q1V fois Q2V. Alors tout ça en valeur absolue. Et ici sur 4
pi epsilon 0 fois c au carré. Voilà, alors on ne va pas forcément développer davantage cette expression. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans mon nouveau référentiel, la force qui s'est transformée, c'est certes une force de Coulomb, mais à laquelle se superpose une autre force qui s'écrit moyennant Q1V et Q2V. Q1V et Q2V. Alors, si on regarde aux dimensions, Q1 c'est des coulombs et la vitesse c'est des mètres par seconde. Là j'ai oublié un R carré. Le R carré il reste, hein. Ici il reste. Donc Q1V c'est une charge en mouvement. Une charge en mouvement c'est des coulombs fois mètre par seconde. C'est pas loin d'un courant électrique, puisque c'est des charges en mouvement. Q2V pareil. Q2V c'est aussi une charge en mouvement. C'est presque un courant électrique, à peu de choses près, c'est un courant électrique. Et vous voyez que le terme de force qui apparaît ici, qui est lié en tout cas à des particules en mouvement, finalement, moyennant une transformation, pourra se réécrire macroscopiquement moyennant des courants. Et en fait, c'est ça le champ magnétique. Le champ magnétique, il est là-dedans. Il y a deux effets qui se combinent. C'est la création d'un champ magnétique par une particule en mouvement, ce champ magnétique agissant sur une autre particule en mouvement. Alors, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Je vous encourage quand même à noter cette formule quelque part dans vos notes. Et lorsqu'on va présenter dans le paragraphe suivant le champ magnétique et la force dite de Lorentz qu'il exerce sur une particule Q en mouvement, en fait, vous pourrez constater que, à peu de choses près, en fait, on retrouve bien les expressions de la force de Lorentz, de la force de Laplace. En fait, toutes les formules qu'on va voir dans le semestre qui va venir peuvent en fait se comprendre comme résultant de la transformation relativiste de la force de Coulomb et donc par conséquent du champ électrique. Alors, c'était une petite introduction assez rapide qui vous montre que le champ magnétique, il ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une quantité qu'il faut admettre, comme ça, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. En physique, on essaie toujours de réduire notre vision du monde à un nombre de concepts aussi petit que possible. Dès lors qu'on a le champ électrique, combiné aux transformations relativistes, on obtient également le champ magnétique, qui n'est pas un champ comme ça, qui tombe de nulle part, mais qui est la synthèse de la théorie de l'électrostatique, accompagnée d'un changement de repère relativiste, quand bien même vous n'avez pas encore suivi un cours de relativité restreinte.